Bonjour. J'ai la chance d'avoir des slides, donc j'ai une empathie pour mon présentateur précédent. Et je vous remercie, je suis très heureux d'être là aujourd'hui et puis de parler de Big Data, sujet passionnant, méga données en français, et qui va jouer, à mon avis, un rôle clé dans la mobilité de demain. Alors, est-ce que les slides avancent? J'ai peut-être parlé trop vite. Yes. Alors, ce que je voulais faire aujourd'hui, c'est tout d'abord vous imaginer dans une tour de contrôle avec la possibilité de pouvoir visualiser et comprendre les milliards de trajets qui se font chaque jour. Je pense que ça serait une bonne base de travail pour planifier l'infrastructure de demain et comprendre ce qui se passe. Et puis, si on est capable de faire ça, ce qu'on voit, c'est que finalement, il y a déjà des acteurs qui ont cette capacité. Si on prend Google, pour le nommer, en utilisant l'application mobile Google Maps et puis Waze, donc une combinaison des deux, il vous demande l'autorisation quand vous installez ces applications, ou parfois ils sont déjà installés d'office quand vous achetez un Android, de pouvoir avoir accès en tout temps à vos données de mobilité. Donc on a clairement un acteur qui est dans cette tour de contrôle et qui aurait les possibilités de comprendre cette mobilité du futur. Ensuite, ce n'est pas les seuls, et je vais passer à travers un certain nombre de technologies qui permettent de le faire. Si on commence par les airs, on voit que de plus en plus les drones permettent de le faire. On a ici une jolie animation sympa sur le quartier de Copenhague, dans un quartier de Copenhague, où on voit clairement le flux de mobilité qui peut être observé par drone. Ensuite, si on descend d'un cran, une fois qu'on est parti des airs, on a les infrastructures et notamment les luminaires qui peuvent permettre de comprendre la mobilité également avec l'utilisation de caméras. Un exemple concret là-dessus, c'est en Corée du Sud, par exemple, la ville de Busan a installé 3600 caméras. Et on voit ici le concept Smart City ou ville intelligente dans toute sa grandeur, ou en fait dans ce qu'elle devrait apporter, c'est-à-dire de pouvoir mutualiser les infrastructures en ayant à la fois des lampadaires connectés intelligents, mais qui permettent de mesurer aussi la mobilité. Et puis là, j'ai pris une photo du poste de contrôle de Busan où on voit curieusement le tableau de bord représente de manière similaire ce que Google Maps produit, mais évidemment en ayant capté l'information d'une manière différente. Ensuite, quand on descend encore, on a tous dans sa poche un smartphone qui a des cartes SIM. Ces cartes SIM permettent également aux opérateurs, dont Swisscom je les représente aujourd'hui, de pouvoir observer la mobilité et regarder les mouvements des personnes au cours du temps. C'est une animation ici qu'on avait fait il y a maintenant 2 ans, mais qui est très parlante et qui reste d'actualité, de voir les flux sur la ville de Zurich, comment ils se distribuent au cours du temps, avec ce que vous observerez quand on arrivera vers les 6h30, 7h du matin, le fameux réveil des Zurichois. Un joli feu d'artifice de mobilité qui montre ce qu'on subit chaque matin, puisque on a fait l'animation à Zurich, mais si on l'avait fait sur Lausanne ou Genève, on aurait des choses similaires. Ensuite, descendons encore d'un cran, à nos poignets, on a nos bracelets connectés. De plus en plus de personnes, pour aller courir et autres, utilisent ce moyen de se mesurer, ou alors on a les montres qui sont connectées. Et là encore, c'est une autre façon d'observer la mobilité. J'ai pris une autre animation qui vous montre ce potentiel également. Donc là, on se trouve en ville de Boston, où le MIT a pu regarder et visualiser ces flux de mouvements de personnes qui possèdent notamment les bracelets Fitbit, et de voir comment ils se propagent sur la zone de Boston et puis là sur la ville de San Francisco. Voilà, donc je vous ai promené à Boston, à San Francisco, à Busan, à Copenhague. Je vais revenir sur la belle région romande avec Montreux, puisqu'on a une belle dynamique aussi d'exploration, d'innovation Big Data en Suisse romande, avec plusieurs villes qui sont très actives. Et j'en ai choisi d'en prendre une aujourd'hui, qui est la ville de Montreux, avec 2 exemples. Donc Montreux a depuis quelques temps utilisé déjà des drones pour observer de manière fine la mobilité, notamment sur le carrefour de Chailly, à l'extérieur, à la sortie d'autoroute, pour comprendre cette dynamique-là. On a eu un autre projet aussi de co-création que j'ai mis en place avec Montreux et Swisscom, dont le but était d'utiliser les signaux des téléphones mobiles et de mesurer certains indicateurs de trafic, notamment un indicateur très important qui est le transit, c'est-à-dire tous les gens qui passent à travers Montreux et qui ne s'y arrêtent pas.
Et ce qui est intéressant, c'est que cette mesure avait été faite également il y a quelques années par un cabinet de transport classique, Transitech, et puis ils étaient arrivés à la conclusion que le trafic de transit était assez faible dans le centre-ville. On a fait le même exercice avec l'avantage suivant, c'est qu'en utilisant les données mobiles, on a pu observer ça sur une année complète, donc sur 12 mois, 24 heures sur 24, 16 jours sur 7, et avec une représentativité plus grande, puisqu'on avait environ 40% des flux qui étaient observés. Et puis, ce qui est rassurant, c'est que la conclusion était la même, mais par contre, elle devenait très solide, de dire finalement le trafic de transit n'est pas si élevé que ça, à part les jours où il y a les rentrées de ski, mais sinon on est bien au-dessous des 50%. Et donc d'investir dans un tunnel sous Montreux à plus de 150 millions n'avait pas lieu d'être en l'état. Donc voilà, on voit que les projets se font. Maintenant, hop là. Voilà, donc maintenant je vais me projeter après sur la suite, demain, après-demain. Je ne suis pas venu avec ma boule de cristal, donc on a eu dans les présentations précédentes un certain nombre de mentions, de dates possibles de ces fameux véhicules autonomes. Moi, ce que j'ai choisi de faire, c'est de vous montrer cette vidéo qui montre le futur finalement de la mobilité, selon en tout cas une perspective académique du MIT, où on voit qu'on n'aura plus besoin de feux de signalisation, mais que voilà, toutes les voitures seront synchronisées entre elles et puis vous emmènera du point A à un point B sans qu'on se fasse trop de soucis pour ça. C'est un joli futur, j'espère qu'il arrivera un jour, en tout cas je le souhaite. Et par contre, ce qui est important et ce qui vient dans ma présentation, c'est la notion de big data qui va servir à pouvoir piloter tout ça. Et évidemment, il y a un énorme enjeu que je voulais soulever aujourd'hui, que j'ai exprimé de la manière suivante, c'est comment assurer l'intérêt commun dans une transformation numérique qui permet un service de plus en plus personnalisé et géré par des acteurs qui défendent leur intérêt privé. Donc clairement, pour arriver à l'image d'avant, il va falloir développer des algorithmes sur la base de ces big data. Et puis, ce qu'on peut faire, c'est qu'on a une industrie qui est en avance là-dessus, même si on y vient au niveau de la mobilité, c'est les médias sur Internet. Si on regarde les algorithmes qui sont développés par des sociétés comme YouTube et Netflix, qui investissent massivement pour comprendre vos habitudes, savoir ce que vous faites, leur objectif principal de tous ces algorithmes, c'est de capter l'attention. C'est pour ça que finalement, le plus gros compétiteur de YouTube et Netflix, c'est le sommeil. C'est-à-dire quand vous rentrez chez vous le soir et que vous regardez une vidéo sur YouTube, ils vont tout faire. Je pense que tous d'entre vous sont allés dessus. Vous voyez la prochaine vidéo qui arrive. Et derrière, il y a des algorithmes très complexes pour s'assurer que vous restez devant votre écran plutôt que d'aller vous coucher et de rester un maximum de temps là-dessus. Donc on voit ce qui est en train d'arriver ou ce qui est une réalité finalement dans le monde des médias. Et puis si on revient maintenant sur ma tour de contrôle, on voit ces flux, c'est finalement ça le gros enjeu, c'est de se dire quel objectif va-t-on appliquer aux algorithmes de mobilité. Et puis la question sous-jacente, elle est aussi de savoir qui sera l'aiguilleur de cette mobilité. Et si je prends l'exemple et je reviens sur Google, il y a fort à parier que si Google est notre aiguilleur, ce qui va se passer le matin, c'est que quand vous allez aller au travail, vous passerez sûrement vers un Starbucks. Et de manière similaire, le soir, en rentrant, vous risquerez de passer par un McDonald's. Pourquoi? Parce que Google aura fait des partenariats avec ces sociétés pour générer des revenus publicitaires. Puis c'est leur modèle d'affaires. Donc je ne suis pas sûr que ce soit le futur qu'on souhaite avoir. Et donc, je n'ai pas la solution aujourd'hui à vous apporter. Je pense qu'il faut y réfléchir. Et puis, on a un peu de temps devant nous pour trouver les solutions. J'ai plein d'idées par contre. Mais une des pistes que je voudrais, en guise de conclusion, annoncer, c'est finalement, on voit qu'on est en train de se réapproprier ces données personnelles numériques. Les nouvelles réglementations qui arrivent demain sur l'Union européenne vont exactement dans ce sens-là. Donc il y a peut-être, pour nous tous en tant que citoyens et consommateurs, un moyen de se réapproprier ces données et finalement de se dire, on pourrait, en contrepartie de donner nos données personnelles, s'assurer qu'ils soient mises à disposition d'un tiers, dans ce qu'on appelle dans le monde du big data un data lake ou un lac de données, qui serait à disposition par exemple de l'État, qui pourrait lui ensuite, ayant acquis ces données, assurer que les algorithmes et les objectifs correspondent à un intérêt commun. Voilà pour une des pistes en tout cas, et je vous remercie de votre attention. Et je suis évidemment à disposition pour continuer à se débattre de ces sujets importants. Merci Raphaël, merci beaucoup.